Ça s'est passé le 10 mars dernier. Vous l'avez sans doute vu, ou entendu, ou lu. L'Arabie Saoudite et l'Iran ont annoncé la reprise dans les 2 mois, à l'époque, de leurs relations diplomatiques qui étaient rompues depuis 7 ans. C'est évidemment un événement majeur pour le Proche et pour le Moyen-Orient, inutile de le démontrer, mais aussi à l'échelle internationale, parce que ce rabibochage s'est déroulé à Pékin et sous l'égide de la Chine. En général, c'était plutôt les États-Unis qui servaient de honest broker de ce genre d'événement. Et le 19 mars, pour compléter l'information, qu'elle soit complète, effectivement, on annonçait un prochain sommet à Riyad, puisque le roi d'Arabie Saoudite, Salman, le père de Mohammed Ben Salman, avait invité par lettre officiellement Ebrahim Raïssi, le président iranien, à venir à Riyad pour concrétiser cet événement. Au-delà, on en a déjà parlé, je crois, la guerre d'Ukraine a souligné le caractère très opportuniste de la démarche de nombreux États. Je prends quelques exemples. Tel Aviv est sans doute, dans cette région, la capitale la plus proche de Moscou. Elle l'était sous Bennett et Lapid. Elle l'est a fortiori sous Netanyahou. Pourquoi ? Essentiellement parce que les Russes laissent les Israéliens bombarder la Syrie, dont ils tiennent le ciel quand même, comme ils veulent, quand ça leur chante, quoi. De la même manière, Mohammed Ben Salman, que j'ai cité, est très complaisant vis-à-vis de Vladimir Poutine, essentiellement, entre autres, parce que la convergence des 2 pays conditionne la menée de manière cohérente d'une politique énergétique et pétrolière en particulier, vis-à-vis de l'ensemble des clients, mais en particulier des clients occidentaux. C'est vrai aussi que l'Algérie a des relations de longue date, étroites, avec la Russie, autrefois avec l'Union soviétique, mais ces relations sont d'autant plus importantes aujourd'hui que, comme vous le savez, Tel Aviv et Rabat ont signé un accord de défense qui inquiète beaucoup, évidemment, les Algériens, etc., etc. Bref, dans cette région du Proche et du Moyen-Orient, comme à l'échelle du monde, on a l'impression, et c'est pour ça qu'on a fait venir Bertrand Badi, qui a eu la gentillesse d'accepter, on a l'impression que c'est la fin des alliances durables qui avaient caractérisé la gestion bipolaire du monde du temps de la guerre froide, et qu'aujourd'hui, l'heure, semble-t-il, c'est la question que je pose au fond à Bertrand, à des convergences de circonstances caractéristiques de ce monde post-bipolaire, post-unipolaire, disons apolaire, peut-être aujourd'hui pour le caractériser. Plutôt apolaire que multipolaire, hein, je crois qu'on pourra en parler. Surtout pas multipolaire. Voilà. Donc inutile de dire que Bertrand Badi est bien placé pour expliquer cette évolution, parce qu'il l'a presque annoncé depuis de longues années, à Sciences Po, où il était professeur, au CERI, le Centre de recherche, d'études et de recherche internationale de Sciences Po, où il est chercheur associé, et dans les nombreux livres qu'il a écrits. On ne peut pas les citer tous parce que ça nous prendrait à peu près jusqu'à 2 heures, donc on ne va pas faire le bottin. Oui, voilà. Mais je citerai les derniers parce que c'est ceux qui sont dans l'optique du débat d'aujourd'hui. Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales chez Odile Jacob en 2019. Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique aux éditions du CNRS en 2020. Les puissances mondialisées chez Odile Jacob en 2021. Et vivre de culture, comment peut-on naître franco-persan, toujours chez Odile Jacob en 2022. Et enfin, nous avons ensemble co-dirigé le dernier état du monde qui s'appelle « Le monde ne sera plus comme avant »
au Lien qui libère en 2022 également, enfin il y a quelques mois. Donc Bertrand Badi est un habitué de l'IREMO, donc il connaît la règle du jeu. On lui a donné un peu plus de temps que d'ordinaire pour introduire le débat, donc 35-40 minutes, et puis on aura donc 3/4 d'heure pour à la fois débattre avec vous, avec les amis qui nous écoutent et nous suivent en ligne, puis éventuellement je mettrai un peu de grain de sel, mon grain de sel, dans les questions. Donc c'est à toi, Bertrand. On fait semblant de se vous voyez? Non. J'aurais du mal. Hein. Oui, ce sera dur. Oui. Donc on se tutoie, voilà. Oui. Non, mais c'est pour la vidéo après, voilà. Bon. Oui, la vidéo saura qu'on est amis et depuis de longues dates et qu'on n'arrive pas à se résoudre au vouvoiement. Je ne résiste pas de raconter une anecdote qui, semble-t-il, est véridique jusqu'à preuve du contraire. François Mitterrand, à l'époque, fait un grand discours dans sa région du Morvan, Château-Chinon. Et quelqu'un d'assez âgé vient le voir et lui dit « François, tu te souviens, on était au Stalag ensemble, on a résisté, tu t'es échappé, tu te souviens, François ?» Et puis tout d'un coup, il dit « Mais ça ne te gêne pas que je te tutoie, François ?» Et Mitterrand dit « Comme vous voulez. » Oui. Il a refait la même chose avec Chirac. Voilà. Donc, ça a dû le marquer. Nous, on se tutoie. À toi, Bertrand. Bien, merci beaucoup. Merci, Dominique, de cette introduction. Merci à vous toutes et vous tous de nous faire l'amitié de nous rejoindre contre la virtualité, au-delà de la virtualité. Et surtout, merci d'avoir choisi ce thème. Parce que je ne serai, hélas, plus de ce monde pour le constater. Je pense que les 50 et plus prochaines années vont se jouer autour de la révision de ce vieux concept que l'on croyait éternel. Et vous savez, ça, c'est une des maladies des sciences sociales. C'est du jour où on invente un concept, on croit qu'il ne va jamais mourir. Bon. Et la grande erreur, c'est que du coup, ça nous amène systématiquement à voir le monde d'aujourd'hui avec les lunettes d'hier. L'abondance du mot, la fréquence du mot « alliance » dans le discours politique, scientifique, journalistique, l'acharnement avec lequel on explique que la Chine et l'allié de Moscou dans le conflit russo-ukrainien, en oubliant simplement qu'en 3500 ans d'histoire, la Chine n'a jamais été l'allié de personne. Donc c'est qu'il se passe quelque chose qui mériterait un inventaire plus sérieux et plus serré. Tout ça nous invite à réfléchir sur cette question. Alors, hier, je ne sais pas si vous avez vu le sourire béat ou excité de ceux qui voyaient hisser le drapeau finlandais comme 31e membre de l'OTAN. En fait, la seule personne qui pouvait se réjouir de ce 31e fanion, c'était M. Poutine. Qui était trop heureux de dire « Voyez, il m'encercle, il m'étrangle, c'est bien ce que je vous ai dit, le grand péril qui pèse sur l'humanité, c'est cette OTAN, cette hégémonie occidentale. » Vous savez, il n'y a rien de tel qu'un Poutine pour transformer des défaites militaires en victoires diplomatiques, et il n'y a rien de tel que l'OTAN pour assurer cette transformation. Donc personne, Emmanuel Macron quand même, à un moment, ne s'est sérieusement posé la question de savoir si cette alliance qui a été inventée en 1949, vous vous rendez compte, j'étais même pas né personnellement, avait... Non, je n'étais pas né. Tout juste. Je n'étais même pas conçu, si c'est ça que tu veux. Bon, voilà, et peut-être que toi si, mais moi non. Hein. Et donc, cet OTAN qui est né dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec notre contexte actuel, rassurez-vous, je vais y revenir, a encore un sens aujourd'hui. Et posons-nous aussi la question de savoir s'il existe une seconde alliance militaire dans le monde, depuis que toutes les alliances militaires
autour de l'OTAN ont disparu et que les formes nouvelles d'organisation régionale ou internationale n'épousent plus la logique de l'alliance militaire. L'organisation de la coopération de Shanghai, qui n'est pas pour moi un sujet de béate admiration, n'est pas une alliance militaire, justement. Donc c'est qu'il se passe quelque chose dans ce tournant du millénaire qui remet en cause cette pérennité du modèle de l'alliance. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui entreprendre l'analyse des politiques étrangères autrement qu'en révisant de manière sérieuse ce concept, en le revisitant, comme disent les anglo-saxons, et en particulier la politique étrangère française. Et quel n'a pas été mon étonnement lorsque une amie, membre du CAPS, du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, considérant comme moi que le sujet était important, m'avait invité à le présenter au Quai d'Orsay, ce qui m'a rempli de fierté là-bas. Et quand je suis arrivé dans la salle Jobert pour ne pas la nommer, eh bien, quel a été mon étonnement de constater qu'il n'y avait que 2 personnes dans la salle, et encore un ami et un ancien élève. Bon, plus 2 stagiaires qui espéraient ainsi, et je pense que ça peut se comprendre, être invités à réfléchir à un vrai sujet de dissertation de relations internationales. Bref, la diplomatie française, la vie politique française, le système politique français semble ignorer complètement cette question de l'alliance. Et moi, ça me préoccupe. Ça me préoccupe comme citoyen, ça me préoccupe comme analyste, parce que ce que je me propose de faire devant vous, pardon si c'est un peu abstrait, mais il faut passer par là, c'est de démonter complètement ce concept et voir si éventuellement on peut le remonter autrement, de manière à l'adapter au temps qui est le nôtre. Vous savez que derrière l'idée d'alliance, il y a une grande théorie, une grande conception familière à l'analyse des relations internationales, qui est la théorie des jeux. La théorie des jeux qui nous enseigne très banalement, si on l'applique à l'alliance, que le gain de la fidélité est supérieur au coût qu'elle représente. Les exemples que Dominique nous a offerts en apéritif déjà introduisent le doute. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'envers, c'est-à-dire est-ce que l'aubaine n'est pas plus favorable et plus économique que la fidélité? Et on pourrait creuser de manière plus philosophique en se demandant que signifie la fidélité. Être fidèle, c'est être fidèle à une personne, bien sûr, voire à un pays, mais c'est aussi être fidèle à des causes que l'on considère comme pivots de la politique étrangère que l'on construit. Et là, on s'aperçoit... Des invariants. Et là, on s'aperçoit que les choses sont un peu plus compliquées. D'ailleurs, amusez-vous dans le métro en rentrant tout à l'heure à la maison de vous demander quelle est la fidélité qui unit M. Orban, M. Erdogan, M. Rishi Sunak, M. Biden, M. Macron et d'autres personnes de même nature. C'est-à-dire qu'on voit déjà l'image quelque peu floutée. Mais continuons, si vous voulez, dans ces généralités pour constater qu'il y a aussi une culture de l'alliance. Ce n'est pas seulement une froide rationalité, c'est une culture. C'est une culture d'abord de l'individualité, c'est-à-dire je suis un acteur, je serai plus fort si je suis allié à un autre acteur. Peu importe que cet acteur soit individuel ou collectif, là bien entendu il s'agit des acteurs collectifs, je vais y revenir dans les détails, mais il y a déjà une vieille racine européenne à cela, c'est-à-dire celui qui a inventé notre philosophie politique moderne, dont je parle à chaque fois, donc je n'en reparlerai pas trop aujourd'hui, qui est Thomas Hobbes, qui disait, mais finalement, les États, c'est des individus gladiateurs sur la scène internationale. Donc, quand vous êtes gladiateur, ben, vous considérez naturellement 2 gladiateurs alliés, c'est plus fort qu'un gladiateur isolé.
Il y a donc déjà cette racine du calcul de la rationalité individuelle. Il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a une surprime aux militaires. C'est-à-dire, l'alliance vient d'une histoire qui considère que le principal marqueur de la puissance pour un État, ce sont ses ressources militaires. Quand on est face à d'autres rationalités, comme par exemple la rationalité économique, la notion d'alliance est beaucoup plus incertaine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un allié économique? Je vois bien ce que c'est qu'un allié militaire, un allié économique, je vois bien ce qu'est un concurrent économique. Là-bas, dans le monde actuel, un allié économique, c'est d'ailleurs un terme que l'on entend rarement. Bon, mais il était un temps où la seule rationalité de politique étrangère, elle était militaire. C'était le temps de François Ier, de Louis XIV, de Napoléon, etc. Et de Monsieur Le Cornu. Et enfin, le troisième élément, et ça, pardonnez-moi de régler mes comptes dès à présent, c'est cette vision très géopolitique du monde. Derrière l'idée d'alliance, il y a cette préscience géopolitique du monde, qui peut-être, ce serait un long débat hors sujet ici, faisait sens autrefois, mais ne le fait plus aujourd'hui. Et en tous les cas, a pour principale caractéristique d'anéantir tout humanisme, c'est-à-dire la géopolitique nous présente le monde sous la forme d'une configuration territoriale dont nous serions les marionnettes, c'est-à-dire suivez le pointillé des frontières et vous pourrez ainsi déterminer quels sont vos choix et vos options. Or, on commence à se rendre compte, il était temps que la géopolitique n'existe qu'interprétée par des humains. Et l'interprétation par des humains peut varier totalement, profondément, ce qui prouve que la géopolitique n'est pas maîtresse. Imaginez Gorbatchev au pouvoir au Kremlin, le conflit russo-ukrainien n'aurait certainement pas, je dirais, eu lieu, mais en tous les cas, sous cette forme. Ce qui est intéressant, parce que du coup, l'alliance qui, dans la façon de la penser, était étroitement associée à la configuration géopolitique du monde, maintenant relève, dès lors qu'on subjectivise les relations internationales, de choix. Et comme l'a très bien dit Dominique il y a un instant, de choix qui sont conjoncturels, qui sont des effets du moment, beaucoup plus que des structures. Sans compter qu'aucune puissance n'a gagné de guerre depuis 1945. Absolument. Donc on est dans un monde où la géopolitique se tait. Oui, non, mais là, c'est fini la géopolitique. Hein. Je le dis notamment à mes amis étudiants et étudiantes, si vous avez des manuels de géopolitique, allumez votre feu avec, parce que dans cette période de pénurie d'énergie, c'est la meilleure façon de faire des économies, mais la géopolitique ne sert plus à rien. Si vous essayez de comprendre le monde actuel avec la géopolitique, eh ben, vous n'attrapez qu'un mal de crâne. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'alliance a évolué. C'est une danse en trois temps. Premier temps, c'est ce que j'appellerais le temps des tournois. Un deuxième temps qui est celui des blocs, et un troisième temps qui est celui de la fluidité. C'est aujourd'hui, et c'est cette fluidité qui est en train d'étrangler doucement la notion d'alliance. On passe d'un monde de tournois à un monde de blocs, l'un et l'autre ayant besoin des alliances, à un monde de fluidité qui contredit même l'idée d'alliance. Alors rassurez-vous, je développerai davantage le troisième point, puisque c'est celui qui se rapporte à l'actualité. Alors, premier temps, l'apparition des alliances, parce que contrairement, là aussi, à ce que nous pouvons croire spontanément, les alliances n'ont pas toujours existé. Elles ont commencé à prendre de la substance lorsqu'est apparue clairement une arène internationale. Il n'y avait, avant la Renaissance européenne, que des moments d'externalisation des systèmes politiques. Un empire qui voulait s'étendre et qui généralement faisait l'économie des alliances, sauf pour considérer celle-ci comme subordonnée en réalité au rayonnement impérial.
ou des cités. Alors là, évidemment, on pense à la Ligue de Délos qui pouvait s'allier. Nous étions dans des phénomènes hautement conjoncturels. Avec l'apparition d'États-nations institutionnalisés, eh bien, on se retrouvait dans le cas de figure de Hobbes, c'est-à-dire des gladiateurs de Hobbes. Et là, on se trouvait confronté à une triple rationalité. D'abord, une rationalité militaire. Il ne faut quand même pas oublier ce lien intime qu'il y a entre la naissance de l'État et le fait militaire et le fait de guerre. Ce que le grand sociologue états-unien Charles Tilly appelait le war-making, state-making. Lorsque l'État faisait la guerre, il savait qu'il se renforçait, parce que ça lui permettait d'inventer de nouveaux impôts, de mobiliser de nouvelles troupes, de renforcer son administration, etc. Donc, effectivement, la guerre permettait de renforcer l'État, et l'État lui-même, pour survivre, avait besoin de la guerre. Pourquoi il avait besoin de la guerre? Parce qu'un État, c'est souverain. Quand un souverain a un différend avec un autre souverain, imaginez par exemple entre Dominique et moi un différend violent, nous sommes souverains tous les deux, donc nous n'acceptons la loi commune de personne, donc la seule façon, c'est qu'on se casse la gueule. Et c'est ainsi qu'est né le jeu interétatique classique. Et du coup, tout disparaissait derrière la rationalité militaire. La rationalité économique était elle-même subordonnée à la rationalité militaire. C'est ce qui a donné le colbertisme et cette étatisation de l'économie sur la scène mondiale. Deuxième élément qui caractérisait ce temps, c'est ce que j'appelle le tournoi. Qu'est-ce que c'est que le tournoi? C'est lorsque l'on se construit en s'opposant à l'autre tel un jeu d'égal à égal. Et dans ce jeu d'égal à égal, les choix sont illimités. François Ier n'aime pas Charles Quint. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'allier à Solyman le Magnifique. Solyman le Magnifique, qui est un infidèle, qui est un mahométan, comme on disait à l'époque, mais peu importait. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. La culture, la religion, ça va venir bien après. Ou alors, à l'extérieur, comme c'était dans le phénomène des croisades qui relève d'une toute autre rationalité, on faisait fi des orientations religieuses. Ce qui comptait, c'est construire ce qui va devenir le concept fétiche des relations internationales, celui de rapport de puissance, c'est-à-dire le monde est fait d'équilibre de puissance. Si Dominique sent qu'il est plus fort que moi, il va m'attaquer. Si je sens que je suis plus fort que lui, je vais l'attaquer. Si il sent et je sens qu'on est de force égale, eh bien, on ne va pas s'attaquer, on va coexister. Et comment faire pour être de force égale? C'est très simple, comme dans une balance, on utilise des tares, dans le sens, bien entendu, de la pesée, et on va s'allier avec l'autre qui va nous équilibrer. Et c'est ainsi que le monde a tourné, je dirais, en gros, jusqu'en 1945. Du coup, les alliances étaient militaires, elles étaient rationnelles et elles étaient précaires, c'est-à-dire elles duraient tant qu'on en avait besoin. L'exemple que j'aime donner, qui est très très révélateur, Bismarck vient de construire l'Empire allemand, nous sommes au lendemain de la victoire ou de la défaite de 1871, et ayant peur de la France, il conclut toute une série d'alliances pour équilibrer le nouveau système international. C'est l'alliance germano-russe qui passe en mai 1873 et l'alliance austro-russe qu'il encourage en juin 73, de manière à ainsi donner un sens plus fort à l'alliance germano-autrichienne. Et comme ça, vous avez ce fameux pacte, cette fameuse entente des trois empereurs, jusqu'à ce qu'apparaisse la guerre des Balkans. Et à ce moment-là, évidemment, tout ça ne tenait plus et tout ça s'effondrait. On était dans l'alliance instrumentale, rationnelle, composée et recomposée en fonction des conjonctures, mais toujours
selon une rationalité militaire, la rationalité des tournois. Puis arrivé un deuxième temps, c'est 1945, le choc de 1945. Le choc de 1945, où je dirais plus exactement, c'est un choc en 3 temps. 45, les vainqueurs qui ne pouvaient pas s'entendre. 47, le début de la guerre froide. 49, l'URSS a la bombe atomique et l'équilibre de puissance devient équilibre de la terreur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va inventer entre 1945 et 1949 une séquence tout à fait inédite de l'histoire des relations internationales qui correspond, hélas, à notre propre vie, donc qu'on a tendance à considérer comme normale. Apparaît en 1947, oui, 47, pour la première fois, depuis Adam et Ève, la notion de pôle et la notion qui va avec de bloc. C'est-à-dire parce que la puissance militaire est à son paroxysme et que tout le monde ne peut pas accéder à cette échelle de puissance militaire qui est la détention de l'arme nucléaire, il faut que les États se regroupent autour d'un leader qui dispose de cette ressource. Et ce regroupement crée des blocs. Ces blocs, ce sont donc des alliances militaires hiérarchisées, ce sont des alliances militaires qui vont être désormais, et ça c'est nouveau, organisées, institutionnalisées, pérennisées. L'OTAN, 1949, et le pacte de Varsovie, 1955, donc on est déjà dans une logique d'affrontement binaire, avec, et c'est très important, ces deux marques fondamentales des blocs que sont, d'une part, la non-interdépendance. Ces blocs sont séparés les uns des autres, c'est-à-dire qu'il y a bien deux alliances qui se font face mais qui ne dépendent pas l'une de l'autre, et d'autre part, cette logique est une logique uniquement et exclusivement militaire. Comme il n'y a pas d'interdépendance économique, la seule logique et rationalité qui fonctionne est une rationalité militaire. Seulement voilà, comment justifier de telles fusions qu'on n'a jamais vues dans l'histoire, c'est-à-dire de cette alliance dans les tournois, qui était une alliance utilitaire et pragmatique, on passe soudain à une alliance soudure. Comment justifier cette soudure et l'abdication de souveraineté? Et à ce moment-là, Hobbes a dû effectivement se retourner dans sa tombe. Eh bien, en sacralisant cette alliance. Comment sacraliser cette alliance? C'est très simple. Il suffit de dire on partage des valeurs communes. Mesdames et messieurs, nous sommes là face probablement, non pas à une escroquerie, le terme serait trop facile, mais à une des illusions les plus ravageuses de l'histoire des relations internationales, qui consiste à dire que une moitié de l'humanité partage les mêmes valeurs et l'autre moitié d'autres valeurs, qui consiste à nier toute sociologie, qui est là pour nous démontrer que dans une société, non seulement les valeurs sont plurales, mais l'interprétation que vous avez de ces valeurs est une interprétation multiple. Et d'un certain point de vue, le ver était ainsi dans le fruit. Parce que comment pouvait-on considérer dans les années 50 que tout le monde en France partageait les mêmes valeurs, alors que vous aviez presque le tiers de l'électorat qui votait pour un parti qui soutenait l'alliance qui était en face de vous. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. Mais d'une façon beaucoup plus subtile. Est-ce qu'il y avait entre un électeur de la SFIO et un électeur du MRP le partage de mêmes valeurs? Est-ce que le laïcisme de la SFIO se mariait avec les valeurs de la démocratie chrétienne? Il faut bien savoir qu'il n'y a pas de valeurs consensuelles dans notre bas monde, et que c'est donc non pas de valeurs dont il s'agissait, mais de quelque chose de beaucoup plus redoutable qui s'appelle les idéologies. C'est-à-dire que la base du système de blocs, ce n'était pas les valeurs, c'était deux idéologies qui incarnaient des systèmes qui se faisaient face,
qui, en se faisant face, préemptait les politiques étrangères. Et ça, c'est un des faits majeurs de l'Alliance pérenne, qui explique, par exemple, qu'un homme comme le général de Gaulle n'aimait pas l'OTAN, parce que l'OTAN préemptait les choix nationaux de politique étrangère. D'où qu'a-t-il fait, mémorandum de 58, c'est-à-dire on veut partager collégialement le leadership de l'OTAN pour justement assurer une présence à nos choix de politique étrangère, et puis surtout, 1966, la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Deuxième élément, ce type d'alliance organisée, institutionnalisée et pérenne, c'est une alliance qui ne peut être que hiérarchique, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'elle était notamment basée sur cette détention de l'arme miracle que constitue l'arme nucléaire. Dernier élément, et peut-être le plus important, c'est cette triade faible interdépendance entre deux systèmes d'alliance, absence totale de fluidité dans les relations internationales, et les idéologies étaient là pour montrer qu'il ne pouvait pas y avoir de fluidité, c'est-à-dire les deux visions du monde, les deux Weltanschauung étaient là opposées, donc il n'y a pas de place pour la fluidité, et bien entendu, et surtout, c'est ça qui est le plus important, on est dans un monde où désormais l'ami reproduit l'ennemi et l'ennemi reproduit l'ami. C'est un monde parfaitement schmittien. Le bloc occidental avait besoin du bloc soviétique pour exister, et le bloc soviétique avait besoin du bloc occidental pour exister. De même d'ailleurs que M. Poutine a besoin aujourd'hui de l'Occident pour exister dans la personnalité de son expression politique et diplomatique. Ah, s'il n'y avait pas l'Occident, s'il n'y avait pas la Finlande qui entre à l'OTAN, qu'est-ce qui resterait à M. Poutine pour justifier son existence? Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant? Et comment tu sais que j'allais passer à ma troisième partie? Parce que je le sentais venir. Alors, ce n'était pas à peine de m'interpeller, puisque tu le sentais venir. Bon, alors, effectivement, aujourd'hui, tout ceci est tombé. Alors, tout ceci est tombé, ça veut dire quoi? Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire d'abord l'effet de la mondialisation. La mondialisation a eu un double effet qui a cassé toute cette logique, qui était en fait une logique d'exception, parce qu'elle a duré en gros de 47 à 89, à peu près. Premier effet de la mondialisation, c'est de reconstruire un système international qui a deux caractéristiques qui sont hostiles à l'idée d'alliance. D'abord, la multiplicité des niveaux de rationalité, c'est-à-dire que la mondialisation fait que les relations internationales obéissent en même temps à une rationalité économique, à une rationalité sociale, à une rationalité politique, à une rationalité diplomatique, à une rationalité militaire, c'est-à-dire un empilement de rationalités qui sont autonomes l'une de l'autre. La Chine et les États-Unis s'injurient, mais le volume des échanges en 2022 entre la Chine et les États-Unis, c'est quand même 500 milliards de dollars. C'est une rationalité économique qui n'a rien à voir avec la rationalité politique, a fortiori diplomatique et militaire des rapports de ces deux pays. Ça, c'est quelque chose qui vient complètement casser la logique d'alliance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de logique frontale, mais il y a des logiques d'interdépendance. Deuxième élément, c'est qu'avec la mondialisation, ça j'en ai parlé à M. de la Palisse, il était d'accord avec moi, fait intervenir tout un tas d'acteurs qui sont porteurs d'autres histoires et d'autres cultures. Et la question la plus bête n'est jamais posée. Est-ce qu'il y a un mot en chinois pour dire alliance? Alors, mes amis sinisants, il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non, la plupart me disent peut-être, puis ça dépend ce qu'on appelle alliance. Ah ben oui, c'est justement ce que je voulais démontrer. Qu'est-ce que alliance signifie dans la culture arabe? Qu'est-ce que alliance signifie dans la culture africaine? C'est très très intéressant. Moi qui me passionne d'Afrique, qui y vais souvent, quand je parle avec mes jeunes collègues africains ou des étudiants africains de l'idée d'alliance, leur mémoire historique est complètement défiée. D'ailleurs, mais ça, c'est un truc de vous, de chez vous. Ça, c'est l'histoire de chez vous. Notre histoire, elle ne fonctionnait pas ainsi. Ça, c'est la première rupture. C'est ce fait que ce que l'on fait sur le plan diplomatique est défait immédiatement sur le plan économique.
Ça, c'est un point très important. Deuxième élément, qui va avec, mais qui a aussi une existence autonome, c'est l'effet d'intégration. D'ailleurs, la mondialisation a poussé à se rapprocher, à défier les territoires et les frontières. Or, les territoires et les frontières, c'est les cousins intimes de l'idée d'alliance. L'exemple, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous le verrez très, très vite s'animer en vous-même. La construction européenne va complètement liquider en quelques années 400 ans d'histoire d'alliance à l'intérieur de l'Europe. Alliance de la France et de l'Angleterre contre l'Allemagne, l'alliance franco-russe, tout ceci se trouve complètement bousculé. Et effectivement, on voit apparaître des besoins propres à la fonction d'intégration. Et ça, je vous donne l'exemple de l'Europe, mais on ne voit pas la vigueur de la chose en Asie orientale. En plein Covid, nous sommes, si ma mémoire est bonne, en décembre 2020, a été conclu un traité qui s'appelle le RCEP. Pas le Recep Tayyip Erdogan, c'est le RCEP, c'est-à-dire Regional Economic Comprehensive Partnership, qui regroupe une forme de marché, de supermarché commun d'intégration économique. Alors tenez-vous bien, la Chine, le Japon, l'Australie et la quasi-totalité des pays d'Asie du Sud-Est. Au dernier moment, l'Inde n'a pas voulu y entrer, mais il s'en est fallu très peu. Alors, vous voyez déjà le problème. Ici, depuis le journal télévisé de M. Delahousse, on vous explique que la Chine et le Japon, ce sont des ennemis. J'ai oublié la Corée aussi, tiens, c'est important. On vous explique que la Chine et le Japon, c'est des ennemis irréconciliables, que les deux Corées sont au bord de la guerre et que la Chine ne supporte pas la Corée, que l'Australie, c'est véritablement la haine de la Chine. C'était encore M. Scott Morrison qui était Premier ministre au moment où le RCEP a été conclu. Et bien, tous ces gens-là sont dans une situation d'intégration économique très forte. Entre parenthèses, le premier destinateur des exportations japonaises, c'est la Chine. Et le premier fournisseur du Japon, c'est la Chine. Bon. Autre parenthèse, la Chine échange avec la Corée du Sud 50 fois plus qu'avec la Corée du Nord. Bon. Tout ceci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des logiques d'intégration économique sourdes, à bas bruit, qu'on entend, ne perçoit même pas, qui doublent complètement les logiques politiques et, je dirais, la rhétorique politique. Bon. Ça, c'est l'effet. Est-ce qu'il ne faut pas ajouter, autre de tes points forts et que tu as longtemps développé, le fait que dans ce nouveau monde-là, il y a une libération de la dynamique des sociétés. Je vais y venir. Je prévois tout, alors. Mais avant la dynamique des sociétés, dont tu as raison de dire qu'elle m'est très chère, vous avez un autre phénomène qui se profile, que tu as signalé, donc je vais aller très vite, qui est l'effet d'impuissance. C'est-à-dire que voilà maintenant 80 ans, 77, 78, que la guerre ne règle plus rien. La guerre, chez Hobbes, c'est ce qui réglait les problèmes. Maintenant, si vous voyez une guerre qui a réglé un problème, ou si vous voyez même une guerre, comme tu disais toi-même, qui a été gagnée, ben, évidemment, vous remportez le gros lot. Dans cet effet, à travers cet effet d'impuissance, il y a quoi ? Il y a une relégation du facteur militaire, donc comme solution possible, pas comme effet d'affichage. Hein. C'est là aussi, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, dépenses somptueuses, on vous construit un porte-avions qui ne sert à rien, mais il nous a dit, monsieur Le Cornu, dont il est question tout à l'heure, ça évitera le déclassement de la France. C'est-à-dire, on va claquer je ne sais combien de milliards à construire un porte-avions qui sert tout simplement, un peu comme la météo au journal de 20 heures, à montrer que la France est encore un empire. Bon. Ce qui, quand même, est assez stupéfiant. Mais tout ceci déclasse l'idée d'alliance, parce qu'on s'aperçoit
que la survie de ces États-nations dépend davantage de la subtilité de ces liens d'intégration économique que de ces effets de puissance. Et j'ajoute, pour faire plaisir à Dominique, Merci. parce qu'il... Non, mais pas seulement pour faire plaisir, c'est bon. surtout parce que tu as raison, s'ajoute à cela ces dynamiques sociales qui ont été libérées par la technologie moderne de communication, par les effets de visibilité, par les effets d'échange, de mobilité de toute nature, tout ceci venant défier la notion classique schmittienne de ami-ennemi. C'est-à-dire, Schmitt vous expliquait, vous rappelez ce philosophe juriste allemand, vous expliquait qu'une nation, pour exister, a besoin d'avoir un ennemi. S'il n'y a plus d'ennemi, elle n'existe plus. C'est l'ennemi qui vient la souder, en quelque sorte. Or, là, on est dans ce que tu nommais à travers la référence à un de mes livres, l'intersocialité, qui, du coup, brouille complètement ces effets d'alliance. Alors, ça me permet de terminer, mais en 10 minutes, hein, 5 minutes 5, bon. Oui. Qu'on ait un peu de temps pour te contester. Non, ou mais te ce n'est faire, pas des choses faciles. Par ce coup de zoom sur le Moyen-Orient, qui nous est cher pour des raisons diverses, et qui est extrêmement intéressant. Parce que moi, je vous propose de gratter un petit peu le Moyen-Orient pour montrer comment, finalement, la greffe de l'Alliance n'a jamais pris. J'ai bien dit la greffe de l'Alliance. C'est-à-dire, l'Alliance n'est pas dans l'ADN de cette histoire, mais a été greffée. Elle a été formidablement greffée par le plaquage de la bipolarité sur le Moyen-Orient. C'est-à-dire, il était un temps en pleine guerre froide où il y avait les alliés de l'Union soviétique et les alliés des États-Unis. C'était très simple. Et donc, on apprenait le b.a.-ba de l'Alliance. Bon. Or, il y a eu 4 défis à cela. Quand je serai au 4e, vous saurez que c'est la fin. Tu sauras que vous n'avez pas besoin de m'arrêter. Premier élément, moi, ce qui me frappe beaucoup, je fais juste que le signaler, parce que ça m'est trop loin, tout ce qui a pu faire illusion de clivage dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient s'est révélé faux. C'est-à-dire, je me suis amusé à relever quelques-uns de ces clivages chiites-sunnites. Alors, il y aurait l'alliance des sunnites contre l'alliance des chiites. Ouais. La République islamique d'Iran, chiite, bien sûr, a comme bon allié le Hamas, qui est sunnite. Voilà, je vois que vous suivez. Et on nous explique qu'il y a ce croissant, je ne sais plus qui avait sorti cette énormité, le croissant chiite, qui passe par la Syrie. Vous dites à un mollah iranien que les alaouites sont des chiites, il vous rit au nez. Et pourtant, un mollah, ça rit pas beaucoup. Hein. Mais c'est absurde. De même, expliquer que les Houthis au Yémen sont des chiites, ça fait hurler un chiite iranien. Bon, qui reconnaît les chiites du sud Liban, les chiites d'Irak, mais croire qu'il y a une alliance chiite à travers l'alliance avec les Houthis du Yémen, qui sont zaïdites, ou avec les Alaouis, ça ne colle pas. Et de même, regardez l'extrême division du monde sunnite, alors rivalité Qatar-Arabie Saoudite, et on pourrait continuer. L'autre tarte à la crème, c'est Kurdes contre Arabes. Or, qu'est-ce qu'on regarde dans cette douloureuse histoire kurde, c'est la manière dont ces malheureux ont été manipulés par tous les potentats musulmans et arabes ou persans. La manière dont Saddam Hussein a manipulé les Kurdes iraniens contre la République islamique, mais même déjà avant contre le Shah, et on pourrait ainsi continuer. Et Saladin était kurde. Et Saladin, oui, exactement. Et Saladin était kurde, l'homme sur lequel le général Gouraud a mis sa botte pour dire espèce de vieux machin, fais gaffe, on est de retour. Bon. De même, ce truc, moi, qui m'a toujours fait hurler en tant que persan, cette opposition structurante entre Iraniens et Arabes. Bon, complètement absurde, là aussi. Il suffit de regarder la manière dont se font et se défont les ententes dans le Moyen-Orient contemporain. Mais il faudrait surtout remonter dans l'histoire et ne pas oublier que la plupart des grands ministres ou philosophes dans le monde arabe étaient d'origine iranienne. Je pense à Ghazali, je pense à Nizam el-Mulk et je pense à beaucoup d'autres aussi. Un peu de chauvinisme dans ce que tu dis là, quand même.
C'est vrai que nous avons fait le monde arabe. Mais oui, c'est ça que tu veux me faire dire. Bon, ben voilà. Et puis la Turquie aussi, d'ailleurs. Nous, c'est qui nous? Nous, les Persans. Ah, pardon. Hein, et de même la Turquie. Hein, bon, voilà, bon. C'était une boutade. Hein. Je le dis pour la DGSE si elle écoute l'enregistrement. Plus important, qui me paraît intéressant, c'est les circonstances de la dépolarisation au Moyen-Orient. Parce qu'on s'est focalisé, à juste titre, sur cette espèce de crispation bipolaire du Moyen-Orient du temps de la guerre froide. On a mal étudié la manière dont s'est opérée la dépolarisation. Et cette dépolarisation, elle a été d'abord symptôme et ressentie comme de l'abandon. Hein. La Palestine a été... les Palestiniens ont été les premiers à faire les frais de la dépolarisation, puisque la cause palestinienne ne sert plus à l'affrontement des deux blocs, elle sert à rien, donc on la laisse tomber. Il y a un ressentiment face finalement à ce que l'on découvre a posteriori comme étant l'inanité, l'absence de profondeur et de sincérité et de fidélité des alliances. Et la manière notamment dont a évolué la diplomatie russe post-soviétique est quelque chose Les Syriens en pensent autant que les Palestiniens. Ah bah oui, mais vous connaissez la célèbre phrase prêtée, alors j'étais pas là pour l'en attester, à Hafez el-Assad qui va voir Gorbatchev en 1988 à Moscou et qui, sortant du Kremlin, dit à son ministre des Affaires étrangères, dont le nom m'échappe pour le moment, mais ça, Khadam lui dit « il va falloir trouver un autre protecteur ». C'était assez intéressant parce que la notion d'alliance devenait la notion de protection et cette protection devenait un point d'interrogation beaucoup plus qu'une réalité géopolitique comme disent les dinosaures. Hein. Donc ça, c'est un élément très important. Il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est que la dépolarisation au Moyen-Orient a conduit à la construction de puissances régionales. Et ça, c'est quelque chose... Il n'y avait avant la dépolarisation que des puissances régionales par procuration. En gros, le Shah était une puissance régionale parce que les États-Unis lui donnaient mandat. Ou Nasser, à un moment, pour prendre dans le bloc, était puissance régionale parce que l'URSS lui donnait mandat, Israël, l'Arabie Saoudite, etc. Et là, on ne devient plus puissance régionale par procuration, on devient puissance régionale presque par nationalisme, n'hésitons pas à employer le terme. Et c'est là qu'apparaît en même temps le jeu d'un Erdogan en Turquie, mais aussi le jeu de la République islamique dès que l'on s'éloigne de la chute du mur, mais c'est là aussi que l'Arabie Saoudite tente sa chance pour devenir leader régional. Et à partir du moment... Et qu'Israël s'affranchit des États-Unis, paradoxalement. Ça, j'allais y venir. Devance toujours. Oui, je sais bien, mais je vais finir par avoir un point de côté. Tellement mais il faut finir. Oui, je sais bien. Bon, ben, je me calme. Ben oui, mais... et effectivement, ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec la dépolarisation, il y a un dernier symptôme qui est mal étudié. Il y a une belle thèse à faire, qui est la mort du grand frère. Alors, Dominique vient de le signaler à propos d'Israël dans son rapport aux États-Unis, mais tu faisais référence à l'accord Riyad-Téhéran, on ne le comprend pas autrement que par la découverte silencieuse mais réelle par Riyad, que ce soit MBS ou même, là pour le coup, son papa, qui là suivait le fiston, qui se sont aperçus que la protection américaine n'avait pas du tout l'efficacité. C'est une mauvaise assurance. Hein. Vous payez très cher une assurance, vous apercevez que quand vous avez un dégât des eaux ou un dégât d'incendie, vous n'êtes presque pas remboursé. C'est à peu près la situation dans laquelle se trouve Riyad. Et si vraiment la notion d'alliance est cassée, c'est par cette déception qui est légèrement décalée par rapport au temps international qu'inspire cet orphelinat de fait.
Et de même, la carte de Netanyahou, dès le premier gouvernement Netanyahou, c'est de dire, mais finalement, il m'est beaucoup plus utile de m'affirmer contre Obama que de négocier un accord avec Obama. Et quand Obama a dit, rappelez-vous à Netanyahou, tu vas geler les colonies, pas les supprimer, les geler, l'autre lui fait un bras d'honneur, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le troisième facteur, on est presque à la fin, c'est finalement le coût très élevé dans le contexte moyen-oriental des guerres frontales. Finalement, Moyen-Orient, hélas, recèle de guerres. Toutes ces guerres n'ont eu que des perdants. Soit la guerre de Syrie, qui a gagné dans la guerre de Syrie, franchement ? Que ce soit la guerre d'Afghanistan, pour parler du grand Moyen-Orient, que ce soit la guerre d'Irak, tout le monde a perdu. Que ce soit la guerre du Yémen. Ah ben j'allais le dire. Non mais tiens. Bon, voilà. Bon. Donc, tout ceci montre qu'effectivement, la logique tillienne de war-making, state-making ne tient plus. C'est war-making, state-destroying. Les guerres ont détruit les États, beaucoup plus, elles les ont construits. Ce qui brouille complètement la notion d'alliance avec l'idée aggravante que finalement, on s'est fait avoir par l'allié. L'allié vous a manipulé beaucoup plus qu'il ne... Et l'autre exemple, ce serait surtout, plutôt que la guerre du Yémen, la guerre en Irak, qui quand même a été un coup fabuleux et qui a ruiné de bien des points de vue les deux pays. Et dernier, c'est ce que vous attendiez tous, et Dominique en particulier, un tout dernier point, c'est effectivement cette posture israélienne, ce jeu typique d'Israël, et notamment des fameux accords dits d'Abraham, qui sont en même temps des accords de post-alliance, puisque ça vient défier cette notion de fidélité, mais qui sont finalement des arrangements qui, jour après jour, révèlent leur extrême fragilité. Alors, d'un certain point de vue, c'était une transition, les accords dits d'Abraham, entre le temps des alliances claires et le temps d'aujourd'hui, dans la mesure où il montrait des accommodements dont on découvre qu'ils ne sont porteurs d'aucune fidélité et d'aucun engagement productif. Alors je termine là-dessus, mesdames et messieurs. Les alliances, c'est terminé, c'est remplacé par quelque chose de très sexy qui s'appelle les unions libres. C'est-à-dire, nous passons du temps, je comprends votre émotion, nous passons du temps du mariage institutionnalisé, ça ce sont les vieilles alliances, au temps de l'union libre. Je te passe une nuit avec Erdogan, la nuit suivante avec Netanyahou, la troisième nuit avec MBS, la quatrième nuit avec Khamenei, peut-être la cinquième avec Dominique, je ne sais pas, mais de toute manière, non seulement la fidélité de l'alliance est inversée, mais perce derrière la fin du mariage institutionnalisé les délices de l'union libre qui s'appellent les effets d'aubaine. C'est-à-dire, ce n'est plus de l'alliance, c'est même pas de l'entente, c'est de la connivence. J'ai écrit un bouquin d'hypothèse de connivence qui date de 2011. Et cette connivence, c'est la forme moderne des relations internationales où, au coup par coup, je tire un petit bénéfice d'une infidélité que je fais. Je suis, oui, cher Joe, j'ai passé la nuit avec Vladimir et j'y ai gagné quelques avantages, tant dans ma posture économique de pays producteur de pétrole que dans ma posture stratégique d'acteur libre du Moyen-Orient. Je t'arrête avant que ça finisse dans l'échangisme. Mais on est au bord de l'échangisme. Laisse-moi juste une phrase pour dire que ce que je dis du Moyen-Orient, c'est vrai du monde entier. Et il n'a pas l'air comme ça, M. Xi Jinping, mais il a un petit côté échangiste aussi. Voilà. Merci beaucoup à Bertrand. C'était pas tout à fait une introduction, c'était un peu plus une leçon
comme on dit à Sciences Po. Bah, c'est mon métier. Peut-être ça te manque un peu, le grand amphi de Sciences Po. Donc non, en tout cas, je plaisante, mais c'était passionnant. Évidemment, ça donne un cadre de réflexion, de débat. On peut contester beaucoup de choses, mais voilà, on a un cadre dans lequel, intellectuellement, on peut évoluer. Et c'est, à mon avis, très important. Si l'IREMO sert à quelque chose, c'est d'abord à ça, je pense. Donc c'est à vous. Tu veux dire à recycler les retraités. C'est à vous de poser vos questions. Quand je dis vous, c'est vous qui êtes ici dans la salle de la rue des Carmes, mais vous qui êtes en ligne. N'oubliez pas qu'on attend le micro pour poser les questions. Et ceux qui sont en ligne, vous utilisez le chat et notre ami va nous dire les questions qui se posent. Alors, dans le cadre de cet effet d'aubaine dont vous parlez, quel est, à votre avis, le rôle d'organismes comme l'ONU ? Alors, merci beaucoup, parce que vous avez tout à fait raison d'attirer l'attention dans cette direction dont je n'ai pas du tout parlé. Il ne faut jamais oublier que l'ONU est une forme de multilatéralisme mort-né, c'est-à-dire qui est né de l'espoir nourri en 1945 de créer un nouvel ordre international, mais tué aussitôt par l'idée que l'ONU resterait gouvernée par la logique de puissance. Et on le voit à travers le Conseil de sécurité et le droit de veto donné aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui du coup casse tous ces effets nouveaux, les étouffe. Et c'est pour ça que tout l'agenda international aujourd'hui se fait hors du cadre onusien. Hors du cadre onusien. C'est-à-dire c'est catastrophique de voir comment toute cette dynamique de changement dans les relations internationales se fait hors ONU. Alors simplement, l'ONU garde deux fonctions, l'une qui n'est pas négligeable mais qui n'est pas déterminante, l'autre qui l'est beaucoup plus. Celle qui n'est pas négligeable mais qui n'est pas déterminante, c'est la fonction reflet, c'est-à-dire examiner les votes à l'Assemblée générale des Nations unies. 194 États du monde. 193. 13, oui. 193. Comptez la Palestine. Et 193, et il faut quand même pas l'oublier, que 144 qui ont voté lors du dernier vote contre la Russie, alors qu'on avait toutes les raisons de sanctionner la Russie. Il y en a 49 qui n'ont pas voté, et prenez ces 49-là les uns après les autres, sauf la Russie elle-même, bien entendu, et vous verrez qu'à chaque fois, il y a un effet d'aubaine derrière. Mais il y en a très peu qui ont voté avec la Russie. Bah, il y en a très peu. Ils ont été 7, la dernière fois. Russie inclus, la dernière fois, ce qui est effectivement très peu. Mais la diplomatie russe, qui est souvent un peu ankylosée, mais qui quand même n'est pas nulle, a activement négocié soit la non-participation au vote, soit l'abstention. Et à chaque fois, il y a eu une connivence, ou presque à chaque fois, et un effet d'aubaine. Bon. Là où maintenant la chose est plus profonde, c'est pour ça que je suis toujours désolé de dire que l'ONU, c'est plus grand-chose, sauf que vous avez 2 grands secrétaires généraux qui ont anticipé la chose, Boutros Boutros-Ghali et surtout le grand Kofi Annan qui l'a remplacé, qui a vu monter tous ces périls et qui a dit il y a une seule façon de s'en sortir, c'est de contourner l'obstacle de la puissance des États à travers le jeu social, ce qu'il appelait le multilatéralisme social, c'est-à-dire ce travail actif et silencieux opéré par le PNUD, par l'OMS, par la FAO, par le Programme alimentaire mondial, qui sont en train de reconstituer le jeu international et de contourner ces effets d'artifice de diplomatie d'aubaine. C'est-à-dire que là, c'est toute une activité onusienne où on ne se demande pas qu'est-ce que va gagner un État à faire ou à ne pas faire, mais comment on peut sauver des vies humaines. Ça, c'est même... Bertrand, si tu me permets, juste j'ajoute une chose. Il y a quelque chose de vain dans le discours anti-ONU qu'on entend dans chaque débat. Nous sommes bien d'accord. D'abord, parce que ce n'est pas l'ONU qui est en cause, c'est les 5 puissances du Conseil de sécurité disposant du droit de veto qui bloquent toute initiative. Donc si on met en accusation, il faudrait moins tourner le doigt vers l'ONU que vers les 5. Oui, enfin c'est la Charte des Nations Unies qui leur autorise de faire ça. Deuxièmement, oui, bien sûr, donc ça veut dire qu'il faut une réforme. Deuxièmement, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas mieux en magasin.
C'est-à-dire, c'est très bien de dire du mal des Galeries Lafayette, mais s'il n'y avait que les Galeries Lafayette, ce serait stupide. Or, il n'y a pour l'instant que l'ONU comme un cadre universel. Donc, c'est plus la question de sa réforme et des possibilités de contourner la question du droit de veto que la mise à mort de l'ONU. Entendez bien ce que vient de dire Dominique, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une des rares fois où nous sommes en désaccord. Oui. Donc, photographier ce moment, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que s'il y avait un secrétaire général des Nations Unies, les choses pourraient être tout à fait différentes. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le siège du secrétariat général est vacant depuis un certain nombre d'années. Bon, et parce que c'est une façon encore de rendre hommage à Kofi Annan. Rappelez-vous Kofi Annan pendant la guerre d'Irak, qui dénonçait cette guerre d'Irak. Et il y avait au moins autant de raisons de dénoncer la guerre d'Ukraine que de dénoncer la guerre d'Irak. Hein. Kiff-kiff, au mieux. Bon, et donc, je pense que l'on peut faire renaître l'ONU de l'intérieur. Avec l'obstacle du Conseil de sécurité. Où est le désaccord ? Eh bien, c'est parce que le substitut, il existe déjà. Oui, il suffirait d'avoir un secrétaire général des Nations Unies. Mais je ne comprends pas pourquoi ce siège est vacant depuis des années et des années. Et que, rappelez-vous, celles et ceux de ma génération s'en souviennent peut-être, Outante, qui était pourtant pas un grand secrétaire général des Nations Unies, comment il s'était bagarré au moment de la crise des missiles de Cuba, où il n'arrêtait pas de faire la navette entre toutes les capitales. Et rappelez-vous, mais tout simplement, un ministre très peu connu, hélas pour lui, de France, qui était Hervé de Charette, quand il y a eu l'opération Raisin de la colère, il est parti s'installer au Proche-Orient. Il a dit à Israël, tant que vous n'arrêterez pas, moi je resterai là. Bon. On l'a invité ici, pour en parler. Et oui, et il avait fait quelque chose de fantastique. Bon, si le jour où il y aura un secrétaire général des Nations Unies, et qu'il aille s'installer à Moscou, il dit, moi je ne bouge pas d'ici, tant que de l'hôtel Rossiya, tant qu'on ne commence pas sérieusement à examiner tel ou tel aspect du dossier. Voilà, bon, c'est tout. Il faut croire que... Ce que fait M. Grassi, d'ailleurs, qui fait un travail magnifique à Zaporizhzhia, dans le cadre de l'AIEA qu'il dirige. Donc, effectivement, il y a aussi une régénérescence, c'était ça le sens de ma réponse, régénérescence du système onusien. Autre question ? Peut-être en ligne, je ne sais pas. Il y a une question en ligne. Oui, Joanne. Quels seraient, selon vous, les effets d'aubaine escomptés de l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ? C'est une très belle question. Justement, il y a des effets d'aubaine négatifs et des effets d'aubaine positifs. Je m'explique. Effets d'aubaine négatifs, c'est-à-dire sortir d'un certain nombre d'impasses. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite, et notamment MBS, a fini par se rendre compte, après beaucoup de temps, que le conflit yéménite était une impasse complète. Et que l'une des façons de régler, de sortir du conflit yéménite, c'était effectivement une entente avec l'Iran. Parce que si les Houthis ne sont pas des chiites, ils sont quand même alliés, justement alliés de l'Iran. Et donc c'était déjà une première façon de le faire. Deuxième élément, je pense que tant côté iranien que du côté saoudien, on anticipe sur une guerre du Golfe qui sera fatale aux deux parties, exactement comme je vous ai montré que toutes les guerres qui ont eu lieu au Moyen-Orient ont été fatales à tout le monde. Et donc, la deuxième raison négative, c'est d'échapper à cette guerre. Le troisième élément, c'est que l'Arabie Saoudite s'est rendu compte, troisième élément négatif, l'Arabie Saoudite s'est rendu compte que en poussant à une alliance, à nouveau mise en procès de la notion d'alliance avec Israël, elle risquait de se retrouver entraînée dans un conflit majeur avec l'Iran dont elle ne tirerait absolument aucun profit. Ça, c'est au moins 3 raisons par défaut, c'est-à-dire de volonté de sortir d'une impasse. Maintenant, il y a des effets escomptés sur le plan positif qui sont extrêmement importants. Qui s'est baladé dans le Golfe sait, et ça rejoint ce que je disais à propos du RCEP en Asie orientale, la force de l'intégration économique et financière qu'il y a de part et d'autre du Golfe. Si vous baladez
À Dubaï, vous entendez plus parler persan que arabe. Quand vous vous baladez, du moins dans certains quartiers, de même quand vous baladez à Koweït, vous avez une intégration qui est en marche et dont les deux parties pressentent tout l'avantage qu'ils peuvent tirer. Alors côté iranien, c'est doublé par le fait que la lourdeur de l'embargo constitue une entrave supplémentaire, une normalisation des relations avec l'Arabie saoudite qui peut se faire très vite dans cette logique, vous vous rendez compte, apporte un plus colossal à l'économie iranienne. Mais côté saoudien, c'est un petit peu la même chose aussi. J'ajouterai une dernière chose, c'est que l'Arabie saoudite est là maintenant cinquième puissance en dépenses militaires, cinquième ou sixième, je n'ai plus exactement, cinquième, mais n'a aucune expertise en matière militaire. C'est-à-dire, c'est pas faire décoller ses avions. Et vous avez vu, lorsqu'il y a eu cette attaque iranienne au missile sur les installations pétrolières de l'Est de l'Arabie saoudite n'a même pas pu se défendre. Donc, voilà. Et les États-Unis n'ont pas bougé. Eh bien oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la protection américaine est très faible. Donc c'est une opération hautement rationnelle. Le Yémen au joystick. Le Yémen, la guerre du Yémen est conduite par les Saoudiens au joystick. Ce n'est pas une guerre qui se conduit sur place. Oui, mais nous sommes bien d'accord. Je pense que là aussi, alors il y a aussi la nouvelle rivalité MBS-MBZ. Alors que l'un était le mentor de l'autre, MBS a peur que MBZ le double sur le fil. Et là, il faut dire qu'il a fait un coup diplomatique extraordinaire en doublant MBZ de manière tout à fait remarquable. Il faut sans doute dire aussi que la normalisation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, elle fait deux perdants. D'une part, les États-Unis, parce que ça s'est fait sous égide chinoise, c'est-à-dire que la perte de puissance des États-Unis, y compris diplomatique, est quand même flagrante. Et deuxièmement, c'est en tout cas l'avis de la plupart des observateurs israéliens, c'est une gifle terrible pour Netanyahou, parce que un des objectifs, en tout cas des prétextes des accords d'Abraham, c'était la mobilisation contre l'Iran. À partir du moment où il y a une normalisation, les accords d'Abraham perdent une partie importante de leur sens. Et en particulier, le fait que l'Arabie saoudite puisse un jour s'y rallier devient de plus en plus hypothétique. C'est pour ne pas dire clairement que, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères saoudien, on ne signera pas. Voilà. C'est pour ça que, pour être un bon gouvernant, il faut faire un master de relations internationales. Monsieur Netanyahou n'a pas senti venir cette mutation, c'est-à-dire à miser sur une politique d'alliance. D'ailleurs, pas seulement lui, Naftali Bennett et Yair Lapid, c'était exactement la même chose. Et ils n'ont pas du tout compris qu'on était sorti de cette grammaire, que ces accords dits d'Abraham sont des chiffons de papier. Hein. D'autres questions, ici ou en ligne? Il y a Gérard après, oui. Oui, donc moi je suis bien l'atténuation, bien sûr, de la notion d'alliance, etc., tout ce qui a été dit. Là où j'ai néanmoins une question, c'est sur le terrain d'atterrissage. C'est-à-dire que le terme union libre, déjà, n'est pas clair. Parce que union libre, est-ce que c'est une espèce de polygamie ou est-ce que c'est une union supérieure avec chacun se livrant à des curiosités? Ce n'est pas la même chose. Le terrain d'atterrissage, est-ce qu'à terme, les gouvernants, leur destin est de devenir des espèces de traders, d'accords dans des longueurs d'onde différentes et avec tout le monde sans fidélité primordiale, ou est-ce qu'ils garderont en fait des attaches majeures qui ne les empêcheront pas de conclure des accords d'aubaine extrêmement forts dans plein de domaines. C'est ça la question. Est-ce qu'à l'arrivée, tout est atomisé avec des traders? Parce que si les conditions limites, c'est des acteurs traders, alors c'est des gens qui maximisent des profits, mais qui perdent d'une certaine manière la notion d'objectif supérieur à long terme. Or,
où nous savons qu'il y a des acteurs qui ont des objectifs supérieurs à long terme. Par exemple, lorsque Haaretz a rendu compte de toutes les tournées de Netanyahou pour aller fourguer Pegasus, il passait 2 jours dans, je crois, 11 capitales, il arrivait, tout le monde était hilar, il donnait Pegasus, etc. Il repartait, et cette chose-là vise, à mon avis, à alimenter un objectif de niveau supérieur, c'est-à-dire la création d'une espèce de sphère mondiale de gens qui sont disposés à se coaliser pour, par exemple, une inversion des droits humains fondamentaux qui font partie quand même de la sphère de consensus, d'une sphère de consensus autour des Nations Unies, une inversion des droits humains fondamentaux pour ce grand dessein qui est d'une certaine manière l'annexion rampante sur des bases allant bien au-delà des tolérances actuelles, sur une base de banalisation et de négation des droits humains fondamentaux. Oui, moi je suis pas convaincu par la méthode que vous employez. C'est-à-dire, il faut partir du monde tel qu'il est aujourd'hui, pas tel qu'il était avant-hier. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est cette logique d'interdépendance très forte qui fait qu'il est impossible, il est devenu impossible dans le système international actuel de dégager une politique nationale sur la scène internationale. On est toujours rattrapé par la pesanteur de ces relations d'interdépendance. Donc les effets d'aubaine, ce n'est que l'actualisation au jour le jour des situations d'interdépendance. Je suis interdépendant dans le monde actuel, voilà le profit qu'au jour d'aujourd'hui, je peux tirer de cette interdépendance, voilà le coût avec un P, que je peux faire pour maximiser ces effets d'interdépendance. Alors, dans les relations Arabie Saoudite-Russie en matière pétrolière, c'est absolument évident, ça crève les yeux. Maintenant, moi, je ne crois pas du tout aux grands projets nationaux. Ça, c'est des affiches électorales. Mais vous ne pouvez pas, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avoir un grand projet national. Vous êtes immédiatement rattrapé par tous ces effets d'interdépendance qui vous conditionnent en amont. Hein. Donc, ce que je crois, à travers mon idée d'union libre, c'est que l'interdépendance, en même temps, elle vous rend de plus en plus dépendants des uns des autres, mais elle enlève à la fidélité toute valeur structurante, c'est-à-dire c'est l'opportunité qui commande, sachant qu'elle pourra se développer que dans un contexte extrêmement limité. La France ne peut pas monter un coup d'aubaine, je ne sais pas moi, en matière énergétique, parce qu'elle n'a pas de ressources pour ça. Elle est en situation de dépendance. Enfin, quand Macron nous dit qu'il faut fixer la souveraineté énergétique en Europe, je prends mon tube de Lexomil et je l'avale en entier, parce que je veux dire, c'est en complet décalage, sauf le jour où on trouvera du pétrole dans la forêt de Fontainebleau et de l'uranium en Lombardie. Là, d'accord, on pourra parler de souveraineté énergétique. Donc, on peut monter des effets d'aubaine, c'est-à-dire profiter de tel avantage qu'on a en matière technologique, de tel avantage que l'on a en matière, je dirais, d'influence culturelle pour retirer un marché, etc. Et regardez la politique étrangère chinoise. C'est pas une politique qui est guidée par des grands principes, où les grands principes, c'est ceux justement qui expriment cet hyper-pragmatisme, c'est-à-dire c'est le modèle win-win, c'est le modèle de la route de la soie de l'intégration économique et que tout le monde en tire profit et tout. Donc c'est fini. Et de même, rayez de votre vocabulaire, enfin vous ne l'avez pas employé, donc ce n'est pas à vous que cette critique s'adresse, mais moi elle m'exaspère de la voir, de voir cette idée toujours courir d'intérêt national. Il n'y a pas d'intérêt, de même qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'intérêt national. L'intérêt national, c'est un construit par un acteur politique qui se fait élire sur la proclamation d'un intérêt national. Mais quel est l'intérêt national de la France? D'être dans l'OTAN et hors de l'OTAN, de participer à l'Indo-Pacifique
ou de ne pas participer à l'Indo-Pacifique, de fermer ses centrales nucléaires ou d'ouvrir ses centrales nucléaires. Chaque fois, il y a un débat. Et la force de la démocratie, c'est d'expliciter ce débat et lui donner de la chance. C'est ça la vertu de la démocratie. Mais ce n'est pas de proclamer un intérêt national. Est-ce qu'il n'y a pas, Bertrand, en plus un facteur temps? C'est-à-dire, moi, je suis frappé par l'accélération des choses. Je prends un exemple qui m'a tellement frappé, quoi. Israël avait perdu toute relation diplomatique en Afrique après la guerre de Kippour. Plus un seul pays n'avait de relation diplomatique avec Israël. Netanyahou, en 15 ans, a réussi à rebâtir complètement le réseau de relations diplomatiques de reconnaissance. Là, avec le nouveau gouvernement, les provocations de Ben Gvir à l'esplanade des mosquées, le pogrom de Ouara, etc., son envoyé spécial, qui était quand même la vice-directrice du ministère des Affaires étrangères, arrive à Addis Abeba au sommet, elle est expulsée. Elle est expulsée du sommet Manu Militari. Voilà un Netanyahou qui a travaillé 15 ans d'arrache-pied pour reconstruire l'influence israélienne en Afrique et qui perd tout sur son nouveau gouvernement. Oui, mais en même temps, moi j'étais il y a 2 mois à Bangui, et qu'est-ce que je voyais dans la rue quand les gens voulaient manifester? Des drapeaux russes et des drapeaux israéliens. C'est-à-dire que on parle des diplomaties, là. Oui, oui, mais justement, moi, j'y crois plus à ça. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est ces dynamiques sociales sur lesquelles tu me rappelais alors tout à l'heure, et qui, effectivement, créent des effets d'aubaine, je dirais, à contrevent. C'est-à-dire, lorsque on veut aller manifester devant l'ambassade de France, on prend un drapeau russe, on prend un drapeau israélien. De même qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même dans le monde. Quand il y a la Coupe du Monde de football à Qatar, on brandit les drapeaux palestiniens. Et j'ai jamais vu autant de drapeaux palestiniens que dans les défilés sur les retraites entre la République et la nation. Ce qui prouve l'extraordinaire complexité des effets d'aubaine. Johan, porte-parole de nos amis en ligne. Intéressante question. Dans votre portrait sur Wikipédia, il est indiqué que vous prôneriez la réactivation de la puissance d'imagination et d'écoute de la diplomatie. Qu'entendez-vous par là? Attendez, c'est pas de moi, ça, de toute façon. Que vous prôneriez la réactivation de la puissance d'imagination et d'écoute de la diplomatie. Qu'entendez-vous par là? Oui, alors je ne sais pas. Il faudrait demander à la personne qui a écrit. C'est terrible, dans Wikipédia. Wikipédia, il y a de tout. Moi, ce n'est pas moi qui ai écrit cette phrase. Je ne l'aurais pas écrite. Mais si j'interprète, ça c'est marrant que je sois obligé maintenant d'interpréter ce que les gens me prêtent. C'est marrant. Bon, en gros, et je ne suis pas en désaccord total, la grande faiblesse de la diplomatie mondiale, je ne parle pas de la diplomatie française en particulier, c'est l'absence totale d'imagination. Et effectivement, on est dans un monde qui se transforme à une vitesse incroyable. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est à l'échelle de quelques années. Et on voit la diplomatie mondiale exactement telle qu'elle était en 1815 autour de la table du Congrès de Vienne. Je pense qu'il faut qu'elle imagine quelque chose de nouveau. Je pense, je l'ai dit à propos du conflit russo-ukrainien, c'est peut-être ça qui a été interprété, plutôt que ces phrases toutes faites. Il faudra bien qu'ils finissent à une table de négociation. Tu parles, Charles. Tu vois Zelensky face à Poutine en train de négocier en refaisant les frontières comme Sykes-Picot ou comme Metternich à Vienne. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est une espèce de pression systémique que la diplomatie mondiale peut exercer pour étouffer le conflit russo-ukrainien. Ce sont des méthodes nouvelles, inédites, qu'il faut avoir le courage de faire. C'est pour ça que j'ai été déçu quand je suis allé au Quai d'Orsay pour parler de ces problèmes d'alliance, où je me suis aperçu qu'il n'y avait personne pour m'écouter. Gérard, depuis longtemps, demande la parole. Non, une question toute simple. Bon, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, très, très justement, je crois que tous les deux, que dans les guerres actuelles, il n'y avait plus que des perdants. Bon, prenons acte quand même du fait qu'il y a un énorme perdant dans la situation présente, c'est l'Ukraine. Un pays grand comme la France est en train d'être néantisé par un vieux tsar. Bon. Et qui réactive toutes les visées impériales de la vieille Russie, à ma connaissance.
Bon. Est-ce que si vous étiez citoyen d'un État balte, est-ce que vous tiendriez le même discours que certains de nos amis qui ont, dès le début de cette guerre atroce contre l'Irak, contre l'Ukraine, ont défilé place de la République avec une grande banderole démantèlement de l'OTAN? Poser le problème de l'OTAN à travers le conflit russo-ukrainien, ce n'est voir qu'une toute petite partie de la réalité. Moi, je suis convaincu, mais là, il faudrait une heure de plus, je suis convaincu que, globalement, l'OTAN dessert ses membres et dessert l'Ukraine beaucoup plus qu'elle ne sert ses membres et les autres pays du monde. J'en suis absolument convaincu. Quand vous vous promenez en Afrique ou au Moyen-Orient ou en Asie orientale, on vous dit votre OTAN, c'est de l'entre-soi, c'est les Occidentaux en haut de l'échelle qui veulent donner des leçons à tout le monde, qui veulent se distinguer des autres. Je pense que dans un système mondialisé, c'est la pire des choses qui soit. Et effectivement, quand je me sens trop calme et trop mou, j'écoute un discours de Stoltenberg et ça me fait sauter tout de suite au plafond. Cet homme parle un langage totalement dépassé, suranné. Et rappelez-vous quand même, l'automne 91, sommet de l'OTAN, George H. Bush annonce solennellement qu'on va continuer l'OTAN. Et à ce moment-là, François Mitterrand, déjà malade, somnolait. Roland Dumas, c'est de lui directement que je tiens l'information, m'a dit, je lui ai donné un coup de coude, réveille-toi, là, il y a quelque chose d'important qui se dit. Et Mitterrand, qui, tout malade qu'il fut, avait une très forte présence d'esprit, s'est levé et a dit, Monsieur le Président, vous êtes en train de nous annoncer la renaissance de la Sainte Alliance. Et effectivement, il avait très bien compris le truc, c'est-à-dire on faisait un pas de 150 ans en arrière, avec tout ce que cela nous coûte. C'est-à-dire, si on veut peser sur la diplomatie mondiale, il faut qu'on apparaisse avec les autres et comme les autres. Or, on apparaît comme au-dessus des autres et contre les autres. Et c'est la raison pour laquelle l'OTAN est un poison violent. Je sais que ça ne se fait pas de dire ça, que je vais encore me faire engueuler, mais j'aime mieux dire ce que je pense plutôt que de dissimuler mon point de vue. Est-ce que je peux te poser une dernière question qui, moi, me tient beaucoup à cœur dans tous ces débats depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Au fond, un certain nombre de nos amis, qui sont souvent présents ici, mais pas seulement ici, ont découvert avec la guerre d'Ukraine qu'il y avait plusieurs impérialismes. Pas seulement l'impérialisme américain, mais aussi un impérialisme russe, chinois, israélien, turc. Alors évidemment, c'est pas au même niveau, international, régional. Tu l'as dit tout à l'heure. Français, anglais. Mais est-ce qu'il ne faut pas pousser plus loin le raisonnement, c'est-à-dire que toute tentative de hiérarchisation aujourd'hui des impérialismes n'a aucun sens, parce que si je suis latino-américain, l'impérialisme qui me préoccupe à juste titre, c'est l'impérialisme américain, parce que c'est le plus proche, le plus dangereux. Mais si je suis taïwanais, c'est l'impérialisme chinois qui me soucie. Si je suis ukrainien ou balte, c'est l'impérialisme russe. Si je suis palestinien, c'est l'impérialisme israélien, etc., etc. C'est-à-dire, il faut faire une espèce de révolution mentale qui permette de vivre dans le monde d'aujourd'hui, comme tu l'as dit tout au long de cette matinée, et pas dans le monde d'hier. Oui, alors je ne te suivrai pas totalement. Allons-y. Parce que c'est de la géopolitique, ça. C'est-à-dire de dire, bah voilà, il y a des États qui sont plus gros, qui sont plus bedonnants que les autres, donc ils sont impérialistes. Personne ne parle de l'impérialisme guatémaltèque, parce que le Guatemala n'a pas la capacité de... Donc, où on est dans la tautologie, c'est-à-dire un État qui est plus puissant a toujours envie de s'étendre sur le voisin. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. Oui, mais moi, je ne crois pas à l'opérationnalité de ce concept. Ce que je crois, en revanche, et c'est là que se situe, à mon sens, la nouvelle approche des relations internationales, c'est qu'il n'y a pas d'impérialisme, il y a des
politiques impériales qui sont choisies par des individus. Gorbatchev, non pas que je l'idéalise, mais Gorbatchev n'avait pas de projet impérial. Au contraire. Bon, et au contraire, exactement. Il avait même un projet de déconquête. Il a déconstruit. Bon, d'accord. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, et ça, c'est la grande erreur de la géopolitique que je suis en train de dénoncer, c'est pas effectivement est-ce qu'on peut dresser la liste des pays impérialistes. La grande question à se poser, c'est qu'est-ce qui, dans le cheminement d'un acteur politique, conduit celui-ci à faire le choix de la conquête. J'emploie même pas le terme empire parce qu'il est tellement galvaudé là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné du temps, un individu qui s'appelle Vladimir Poutine a choisi d'avoir une politique de conquête, alors qu'il aurait pu en avoir d'autres. Yeltsin, pour qui j'ai pas une admiration béate, n'avait pas cette politique de conquête. Et en regardant les choses de très près, et contrairement à ce qui se dit trop facilement, Poutine n'a eu cette politique qu'à partir de 2007-2008. Parce que la Tchétchénie, c'était une brutalité ignoble, mais ce n'est pas une politique de conquête, c'est une politique peut-être de reconquête. La Géorgie... La Géorgie, c'est 2008. C'est 2008. Voilà. Mais 2007, c'est son fameux discours à Munich, où il commence effectivement, où ça commence à le démanger. Au nom de quoi ? Au nom de quoi a-t-il eu une politique de conquête ? Le premier ressort, c'est au nom de la menace occidentale. La menace occidentale n'a jamais existé parce que même le dirigeant occidental le plus stupide, et là la concurrence est forte, n'aurait jamais eu l'idée d'aller conquérir le Kremlin. Bon, mais simplement, en tant qu'entrepreneur politique, il y a un moment dans le temps où Poutine a choisi d'inventer une menace. L'invention de la menace, c'est une des lignes fortes de l'élaboration d'une politique étrangère. C'est la paranoïa comme base. Oui, mais c'est une paranoïa stratégique. La paranoïa, elle est inconsciente. Là, c'est une paranoïa stratégique, n'est-ce pas ? Alors, les gens qui ont les yeux de chimène pour la Russie vous disent un peu naïvement, c'est parce que les Occidentaux n'ont fait aucun effort pour répondre à désir d'un pacte de sécurité collective. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est justement dans cette logique interactive qui se met en place et comment cette logique interactive conduit finalement à un choix délibéré de la conquête. Mais le choix délibéré de la conquête, il peut venir de n'importe qui, n'importe où. Je me méfie beaucoup de ce retour en grâce de l'idée d'empire et d'impérialisme. Voilà. Merci infiniment, Bertrand. C'est l'heure de terminer. Merci à vous.